C'est pas beau la télévision? Vous avez vu mon magnifique travelling? Bienvenue à Agritech World Tour 2021. Émission de télévision à part entière avec plein de téléspectateurs et des spectateurs. Bonjour. Tous étudiants AgroSup Dijon, 2e, 3e année. On va beaucoup parler cette année. Vous intervenez quand vous voulez, vous le savez. Toutes les questions possibles et imaginables, vous avez la parole. On va beaucoup parler cette année d'agroéquipement. Bah oui, parce que c'est un secteur en pleine mutation. Il se passe plein de choses, de l'emploi, chez le constructeur, dans le distributeur, mais même des gens ici qui créent leur emploi. Émission spéciale, start-up, jeunes entrepreneurs et jeunes pousses. Génial. Émission spéciale donc Start-up, entrepreneuriat et jeunes pousses. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par vous, Philippe. Philippe Fournier, nom, prénom, âge et profession. Alors Philippe Fournier, 43 ans, gérant d'une start-up qui s'appelle Linkin Farm, qui fait de la gestion de ferme à façon, c'est-à-dire qu'on gère tous les travaux, du semis jusqu'à la récolte sur des exploitations agricoles. On en reparlera tout à l'heure avec plus de détails. Un ancien sorti en 2003 de l'ENESAD à l'époque, s'appelle AgroSup aujourd'hui. AgroSup aujourd'hui. Michael Le Gallic. Enchanté, donc Michael Le Gallic, 38 ans. Moi, je suis fondateur d'une société qui s'appelle TicTrac, qui aide les concessionnaires à réduire ou optimiser la gestion de leurs stocks d'occasion. C'est un énorme sujet dans l'agroéquipement, la gestion des stocks d'occasion. Je suis également un ancien de Dijon. Je suis sorti de l'ENESAD aussi en 2007. D'accord, le bon coin du matériel agricole. On transfère sur le bon coin, on intervient juste en amont. Et vous, Tristan? Donc, Tristan Dubreuil, 27 ans. Moi, je suis employé chez Nayo Technologies, où je suis référent technique et je m'occupe de la formation, du suivi des machines et de l'accompagnement des clients. Alors, ça nous intéresse. Regardez ces images. C'est quoi ce truc? Cet engin, ce robot? Là, vous avez Dino, donc, un de nos robots de désherbage, qui est donc, c'est une vidéo de 2016 où c'était le stade donc, prototype de ce robot. Donc là, on le voit en fait au désherbage des salades. Donc, parmi tous nos robots de la gamme, l'objectif c'est de faire du désherbage mécanique pour réduire les phytos. Et donc là, on a vraiment le prototype comme on peut les développer à Nayo. Il s'appelle Dino, lui. Il s'appelle Dino. L'entreprise s'appelle Nayo. Nayo. Vous êtes employé là-bas? Oui. Ça fait combien de temps qu'existe Nayo? Nayo, ça va faire 10 ans, depuis 2011. Mais c'est toujours pas rentable. C'est une start-up, donc on travaille toujours avec des levées de fonds et on génère quand même un chiffre d'affaires annuel. Mais vos parents, quand vous avez choisi ce métier-là, ils ont dit c'est pas sûr, c'est pas certain, ça risque de déposer le bilan. Il faut mieux être fonctionnaire, non? Non, fonctionnaire, c'est être dans un bureau. Moi, je préfère être sur le terrain. C'est risqué? Non, c'est pas risqué. On travaille, on se donne tous du mal pour faire ce qu'on fait. Donc, à partir de ce moment-là, tout va bien. Est-ce qu'il faut être fou pour monter son entreprise, sa start-up? Je pense qu'il faut un petit peu être fou, oui. Parce qu'il faut se lancer, il faut avoir beaucoup de conviction dans ce qu'on veut faire. Et il faut oser. Et je pense que quand on est dans un monde où tout est stable, tout est carré, c'est relativement relaxant. Se lancer dans une start-up, c'est faire un gros pari. Oui. Il faut être fou. Vous êtes fou? Non, je ne me considère pas comme fou et moi j'ai plutôt une approche, on parle que de risque finalement, donc quel est le risque? Est-ce que le risque c'est de monter une start-up ou est-ce que le risque c'est de regretter sur son lit de mort de ne pas l'avoir fait? Moi je suis plutôt dans la deuxième tranche et donc du coup je ne voulais absolument pas prendre ce risque-là, donc j'ai avancé dans cette aventure sous cet aspect. Le plus grand risque c'est de ne pas prendre de risque. Je trouve moi, ouais. Alors, quand on parle start-up en général on pense digital. Là, on est dans l'agriculture, dans l'agroéquipement en particulier. Il y a encore de quoi faire? Ah oui, il y a encore énormément de travail. Et pour être précis, nous, on n'est pas que dans le digital, on fait presque du figital. On allie le physique et le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on embauche des hommes qui utilisent le digital pour accroître leur capacité de travail et surtout être hyper carré, hyper transparent vis-à-vis de nos clients. Start-up, jeune pousse en français, dans l'agriculture, oui encore? Ouais, moi je compléterais aussi sur le fait qu'on connaît les startups dans le digital parce que le modèle c'est l'exploitation de la donnée, mais justement les 5 plus grosses boîtes de la planète utilisent la donnée dans l'agriculture. Les enjeux, le modèle de fonctionnement de la startup, il sera plus physique à mon sens, et il y a énormément de choses à faire en France sur de la recherche et du développement de startup là-dessus. Mais vous pensez pouvoir améliorer, faire mieux que John Deere, Kuhn, Kubota et autres? Peut-être pas mieux, mais en tout cas beaucoup plus vite. On est dans des structures, les startups sont des structures
très légère en termes de prise de décision, c'est-à-dire qu'on n'a que quelques personnes pour pouvoir prendre une décision de dire on va dans telle direction ou dans telle direction. On est donc sur des temps de travaux et des temps décisionnels qui sont beaucoup plus rapides. Donc on est dans l'innovation et surtout on apprend à travailler dans ce qu'on appelle le mode agile, c'est-à-dire qu'on essaye, on fait une erreur, on fait un pas en arrière, on refait 2 pas en avant, etc. On est dans les itérations le plus rapide possible. On ne s'ennuie pas. Et c'est ce modèle-là qui marche. Et c'est cette organisation qui marche, l'apprentissage du terrain, aller vers l'échec, aller vers le risque, aller probablement quelquefois vers l'échec. Mais de cet échec naît un apprentissage qui va faire naître un correctif et qui fait que l'entreprise réagit bien plus rapidement qu'une multinationale comme peut l'être un constructeur. Et je compléterai aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de place pour des génies, évidemment, hein, dans les prochaines startups, mais il y a aussi de la place pour des idées un peu plus mineures, mais qui verront résoudre des petits problèmes. Mais logiquement, vous faites comme tout le monde une école de commerce. Est-ce que votre formation chez AgroSup Dijon vous a appris des choses? C'était indispensable? Non. Non, moi je me suis probablement beaucoup posé cette question-là. C'est pas la voie royale. Encore que l'énorme avantage, moi je trouve qu'une école d'ingénieur en agro, c'est que l'agriculture reste quand même un domaine particulier. Je suis persuadé que la société le voit aussi d'un œil un peu particulier. Et les connaissances qu'on prend en agronomie dans une école d'ingé comme AgroSup font que derrière, on va devoir interagir avec des agriculteurs, avec des partenaires, avec des filières. Et en ayant les connaissances qu'on acquiert à AgroSup, si on amène de la techno, du numérique dans cet environnement-là, en tout cas on a le discours et la connexion avec les acteurs de ce métier-là. Tristan, ce que vous avez appris à AgroSup vous a servi? Ça m'a servi dans toute la globalité, donc comme tu disais exactement. En fait, c'est toute la pluridisciplinarité qui va nous aider à se connecter à l'agriculteur, donc de par la formation agronome bien sûr, mais on est aussi capable de comprendre tout le système économique qui retourne derrière une exploitation, et c'est ça qui fait aussi la force de la formation. Alors, pour ne pas être fou, dites-vous, pour innover, pour se lancer dans la grande aventure de l'entreprise, dans l'agroéquipement ou dans l'agro en général, il y a chez les étudiants, vous intervenez quand vous voulez. Je crois qu'il y en a l'un de vous, ça vous intéresse, vous. Bonjour, votre prénom? Bonjour, Béranger Perroni, donc je suis en dernière année à AgroSup. Oui. Et du coup, j'ai un projet de construire un outil pour les agriculteurs pour qu'ils puissent faire leur biocarburant directement sur la ferme. Et, donc vous êtes fou? Donc un peu peut-être. Vous voulez monter votre entreprise, vous êtes fou? Peut-être un peu, apparemment. Est-ce que vous aurez un conseil pour se lancer, un conseil pour réussir? Ah. Les conseils. Je monte ma boîte, c'est une start-up, que faire? Il n'y a pas beaucoup d'écoles en fait, hein, ni de bons conseils. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de le faire jeune. Je pense que c'est bien plus évident de le faire jeune parce qu'on a, à mon sens, moins de risques, on a moins de choses à perdre quand on est jeune et qu'on sort de l'école. Moi, je ne l'ai pas tout à fait en sortant de l'école, mais ce serait mon premier conseil. Et le deuxième, c'est de se mettre en mouvement. De toute manière, vous ne savez pas tout ce qui va vous arriver, votre projet va pivoter, vous allez découvrir, apprendre, changer de point de vue, mais il faut vous mettre les mains dans la boue, il faut démarrer. Donc, allez-y et allez-y vite. Testez, parlez avec vos clients, voyez comment ils réagissent, est-ce qu'ils trouvent que c'est pertinent, si ce n'est pas le cas, pourquoi, et brassez le plus de monde possible, donc passez beaucoup de temps et de matière grise dans un premier temps. Est-ce qu'on peut encore innover facilement en France? On parle beaucoup des lourdeurs administratives, de la paperasserie, des normes. Nous, on a été suivis. Moi, je revendique que la France est un superbe écosystème pour accueillir l'innovation. On a été suivis par des partenaires, que ce soit BPI, que ce soit des différents réseaux d'entrepreneurs. C'est des choses qui n'existent pas dans d'autres pays. Moi, je trouve qu'on a un bel écosystème pour pouvoir essayer. Est-ce que le réseau a de l'importance? On parle beaucoup des réseaux, HEC, Polytechnique. Est-ce qu'il y a un réseau chez AgroSup, disons? De l'agroéquipement, je pense. On a un réseau de toute façon qui se crée. On a nos salons, nos événements de l'agroéquipement. Et on va finir par se retrouver tous, donc tous les collègues, que ce soit de promotion, mais également des autres entreprises. Et c'est un échange qu'on a à chaque fois. Donc c'est vrai que la crise sanitaire a été peut-être problématique puisque ça nous a un petit peu coupé ces moments d'échange. Et on a la chance de pouvoir rebondir maintenant avec le retour des salons qui vont redébuter, quoi. Bon, on vous a plusieurs fois dit que ça ne marchera jamais. Moi, on me le dit encore. Hein. On vous le dit encore. Alors, on va regarder en détail un truc qui ne marchera jamais, Linkin Farm. Racontez, c'est quoi? Alors, Linkin Farm, c'est une solution qui permet à des agriculteurs de faire gérer leurs terres sans avoir, eux, à être impliqués complètement sur cette exploitation. Donc, on a nos propres chefs de culture, qui sont un peu des chefs d'orchestre, si vous voulez, ou des
des maîtres d'œuvre, si vous voulez, pour la construction d'une maison. Ils vont définir quels sont les travaux à faire. Ils vont déléguer ces travaux à un réseau d'entrepreneurs et ils vont contrôler la qualité des travaux et faire du reporting aux agriculteurs. En gros, je garde mon patrimoine, Voilà. même si je n'ai pas d'enfants qui veulent reprendre la boîte. Là, Peut-être des petits-enfants. ou des petits-enfants. Voilà. Je reste le patron, c'est moi qui commande le chef de culture. Vous travaillez main dans la main avec le chef de culture Ouais. et vous lui confiez la gérance des terres pour vous libérer du temps et vous faire ce que vous voulez. Passer plus de temps avec vos petits-enfants, vous occuper de l'élevage. On a de plus en plus de doubles actifs. Il y a parmi les anciens d'AgroSup, il y a énormément de fils d'agriculteurs qui vont vouloir travailler dans le machinisme, être prof, être chez un constructeur, créer leur propre boîte et qui pour autant ne voudront pas perdre ce patrimoine familial. Nous, on leur propose une solution pour dire, vous le gardez, vous êtes gérant, mais vous transférez l'activité de gestion des Je peux terres. transférer une partie de mon activité. Voilà, Par c'est exemple, ça. je m'occupe du lait et vous faites les céréales. C'est exactement ça. Et en plus, ça m'évite de faire des investissements. C'est le Avec gros les point. entrepreneurs. Et on l'a vu d'autant plus, tu parlais du Covid tout à l'heure, on a une augmentation du prix des machines qui est astronomique en ce moment. Et aujourd'hui, la rentabilité des investissements, elle est hyper importante. J'avais encore un entrepreneur il y a 2 jours au téléphone, il me disait, mais monsieur Fournier, pour tirer mon outil, j'avais un tracteur de 180 chevaux qui valait 100 000 € il y a quelques années. Aujourd'hui, si je veux le remplacer, il vaut quasiment le double. Et il fait le même travail. Donc en fait, il faut vraiment gérer ces investissements et qu'ils soient le plus judicieux possible. Et quand on a des fermes qui ont des tailles relativement modestes en France, on doit maîtriser ces investissements pour que l'activité soit rentable. Sinon, on va partir sur des fermes qui vont faire 1000 hectares et plus. Et si je veux vendre ou acheter d'occasion, On peut vous aider. On peut vous aider, ouais. c'est bien fait la vente hein, quand Ouais, même. extraordinaire, extraordinaire. On peut vous aider, ou en tout cas on peut aider les concessionnaires avec lesquels vous aurez l'opportunité de travailler. Nous, c'est le sujet qui nous préoccupe, c'est de s'apercevoir que l'environnement des agroéquipements, évidemment, tourne autour de 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe de la vente de machines. Et l'occasion reste le mouton noir, quelque chose qui est difficile à gérer pour les concessionnaires. Et nous, on amène de la tech à l'intérieur de cela pour permettre aux vendeurs qui sont sur le terrain de capter les bonnes informations avec un schéma d'expertise des machines qui est standardisé. Et une fois que cette expertise est réalisée, nous, on va pouvoir multidiffuser les machines sur les plateformes de vente et en interne sur la concession. Parlons plus de vous personnellement. On est d'accord que vous vous dites, il faut se lancer, il faut être jeune, il faut y aller tout de suite. C'est risqué de ne pas prendre de risques, il faut y aller, il ne faut pas regretter après. Votre vie privée, vous en avez encore une? Vous travaillez 23 heures sur 24? À peu près 23h30 certaines journées. Oui, sérieusement. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Donc, si vous voulez vous lancer, gardez bien ça en tête. Parce vous que notez, hein. Appelez votre fiancé tout de suite, votre compagnon, parce que c'est... Et vos amis et tout le monde, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour faire le travail, mais ça prend beaucoup de temps dans la tête. Parce qu'on a beaucoup de choses à penser, les financements, trouver des employés, s'assurer qu'ils ont du travail, s'assurer qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire. Dans une start-up, on n'a pas de silo, on a des gens responsables pour la comptabilité, d'autres pour la vente, d'autres pour ce que vous voulez. On doit un petit peu tout faire. Et c'est là où c'est hyper riche d'enseignement, mais en même temps, c'est très, très prenant. Tristan, vous ne faites pas les 35 heures chez Neo? Ah non, non. Des fois, c'est fini à partir du mercredi, les 35 heures. Donc voilà. Non, et vous c'est vrai travaillez aussi le jeudi et le vendredi? Et je travaille aussi le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça peut arriver également. Ouais. Donc voilà, ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'il faut pouvoir tout faire, qu'il peut y avoir des imprévus à tout moment. On est des petites équipes la plupart du temps. Il faut pouvoir remplacer au pied levé quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, faire un déplacement à l'étranger pour, pareil, quelqu'un qui... Ah oui, vous avez voyagé avec Neo? Oui, bah là, en 1 an et demi, j'ai fait entre 5 et 10 pays, ouais. Lesquels? Donc tous les pays du Nord, Suède, Danemark, Norvège, l'Allemagne pas mal, la République tchèque, Italie. Ah oui. Je crois que ouais, je dois avoir fait le tour. Ah, on peut voyager en faisant une start-up? On voyage, oui, on voyage pas mal. Enfin, nous, l'ambition de l'entreprise, c'est aussi d'aller voir à l'international ce qui se passe. Donc, c'est aussi la porte d'entrée pour. Vous êtes déjà bien branché sur le marché américain, je crois. Oui. Donc, le marché américain, c'est un autre système. Donc, ça appartient également à Naio. Mais on travaille là-bas nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne vend pas des machines aux Américains pour qu'ils s'en servent. C'est des employés de Naio qui font tourner des machines aux États-Unis. Encore perso, le taux de divorce chez les start-upers? Je ne le connais pas, mais c'est encore une motivation supplémentaire pour le faire jeune, peut-être, parce que c'est une période aussi dans laquelle vous n'avez pas forcément que du temps à passer en famille. C'est un véritable avantage de le faire jeune. Après, c'est sûr que votre épouse, vos enfants sont également dans la start-up. Mais c'est génial. Mais c'est extraordinaire. Ce que j'allais dire pour compléter ce que tu dis, Michael, c'est que
moi, j'ai pas l'impression de travailler. Depuis que je suis dans le machinisme, quand je suis sorti en 2003, où j'ai travaillé pendant 15 ans pour un constructeur, j'ai jamais compté mes heures. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir un métier passionnant, par les pays qu'on découvre, par les gens avec qui on travaille, par rapport à la taille du business, aux quantités de tâches. Et là, dans une start-up, c'est encore plus riche. Donc oui, c'est beaucoup de temps, mais c'est pas de l'esclavagisme. On apprend énormément, c'est passionnant de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et tu le vis, passionnant. on le vit. Vous défrichez. Oui, c'est ça, c'est une expérience, c'est une émotion que j'ai travaillé dans d'autres secteurs d'activité auparavant et que j'ai jamais vécu. Bon. Vous êtes en train de changer les choses, jour après jour, heure après heure. C'est sûr qu'il faut embarquer sa famille avec et qu'il soit bien conscient d'où vous allez et qu'il vous soutienne, parce que c'est important aussi d'avoir du soutien. Merci à tous les trois d'avoir partagé votre enthousiasme. Je crois qu'il est communicatif. Je pense même contagieux. Une phrase, un mot pour donner envie d'avoir envie. Un slogan. Un mot. Slogan, alors je dirais pas un slogan, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que là on est sur la petite barque avec la boîte et puis on peut aller à droite, à gauche, faire ce qu'on veut et notre travail il est ultra riche et varié, quoi. Faites-le jeune. Do it. Faites-le jeune, ouais. Tout de suite. On peut le faire. On peut le faire. On doit le faire presque. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Michael tout à l'heure. Oui, c'est quand on a cette opportunité de pouvoir le faire, l'infrastructure qui est autour de nous, les compétences technologiques, les financements, l'envie, la passion, il faut le faire. Il faut le faire. Merci à vous trois. C'était un épisode passionnant et passionné d'AgriTech World Tour. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. On sera encore dans le domaine de l'agroéquipement. À bientôt.